Bonsoir à tous. Ben écoute, bonsoir, on est ravis de t'accueillir parmi nous pour passer cette soirée extraordinaire autour de ce site non moins énigmatique Mhm, et passionnant. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. mhm, On a eu, nous, la chance de te recevoir précédemment sur Bordeaux, en salle de cinéma, et de pouvoir profiter de la diffusion de ce film qui est vraiment mhm. extraordinaire, vraiment très très bien réalisé, chapeau. On a réussi à faire quelque chose de ce témoignage et c'est ce qui comptait le plus. C'était un peu un défi, un challenge de raconter aussi une histoire à partir d'un témoignage, essayer un peu de mettre ça en forme, voilà, de donner un sens dans le cours narratif de ce témoignage. Il y a beaucoup de choses, hein, que j'ai pas mis dans le témoignage. J'ai fait un, comment dire? Alors, c'est pas officiellement commencé, hein, c'est juste qu'on en est entre nous. Je pense que tout le monde n'est pas arrivé. Si vous voulez parler en même temps, il y a pas de souci, hein, on peut tous, s'exprimer. Là, on n'est pas dans le j'ai pas encore je fais non, ça a été, le plus difficile, ça a été de faire un peu les questions-réponses que les gens on pourra avoir en regardant ce documentaire. Parce que c'est vrai qu'on se pose des questions et je me suis dit: «Mais moi, si je regardais ça et que j'étais, spectateur, j'aurais plein de questions que je me poserais» et puis du coup, j'ai essayé d'anticiper les questions que pourraient avoir les gens ça a permis un petit peu, je dirais, de donner un peu de consistance finalement à ce témoignage et puis d'apporter des avis, extérieurs, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est Mmh. vrai, tout à fait. Pour vous expliquer ce que je vous propose, on va faire ça en 3 parties. Tout d'abord, je vais revenir sur le fond du documentaire, donc ça va prendre à peu près 30-40 minutes. Les personnes qui voudraient rebondir sur certains propos que je vais tenir, en fait, dans l'idéal, seront invitées à noter ça sur une feuille, un bout de papier pour ne pas oublier la question qu'ils auront et pour ne pas couper justement la petite conférence que je vais faire avant. Et les questions vont venir en troisième partie de la soirée. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est que pour les questions, alors si vous en avez beaucoup, etc., voilà, le mieux c'est d'envoyer un message en chat à Evelyne pour dire que vous avez une question. Et puis selon l'arrivée des questions par ordre que vous aurez fait, eh bien Evelyne vous donnera la parole les uns après les autres, enfin dans l'ordre à laquelle vous aurez fait votre demande. Voilà. En phase 2, une fois que j'aurai terminé la petite présentation que je souhaite faire, je donnerai la parole aux personnes qui étaient présentes à Rakchi avec nous. Donc, il y a Joseph qui sera là. Donc, peut-être, s'il le désire, prendra-t-il la parole. Alors, on avait Ima, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, cette femme qui est à nos côtés et qui traduisait en français, donc vient de m'envoyer un message il y a 1 minute pour me dire qu'elle ne pourra pas être là ce soir. J'ai lancé l'invitation à notre guide, Soledad, qui était avec nous au Pérou, et elle m'a pas fait de retour. Je ne sais pas si elle viendra. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. On a Laurent qui est là aussi, qui va peut-être intervenir. Pareil, il a dit il va voir s'il intervient. Je ne sais pas s'il sera là. Et enfin, j'ai envoyé là aussi la demande, l'invitation à Fred. Fred, c'était la personne qui filmait. Je n'ai pas eu de retour de sa part non plus, donc aucune réponse. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va dire par rapport aux témoins qui étaient là aussi, les témoins qui étaient parmi nous durant cet enregistrement, ce témoignage, il n'y a pas de débat. On passera directement aux questions, vos questions, hein, les amis, il y a aucun problème, quoi. Donc voilà, avant de commencer, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question? Parce que j'en ai à peu près pour 30 minutes, à peu près, ça ne va pas être très très long. Écoute, pour moi, tout va Bon, bien. ok, Il n'y a ok, pas de souci, je crois que tu vas pouvoir commencer tranquillement. ok. Nous avons 18 participants pour le moment. Mais c'est pas mal, c'est très bien. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à mettre une image de vous, qu'on ait des personnes physiques à voir, puisque c'est vrai que être face à un mur de mosaïque grise, c'est pas simple. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous montrer. Bon, après, si vous n'êtes pas coiffé ou quoi, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, voilà, donc ce soir, je ne vais pas parler d'archéologie, je ne vais pas parler des murs cyclopéens, je ne vais pas parler de la région de Rakchi, puisque je l'ai fait durant une très longue conférence que j'ai donnée sur Noura TV. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vue, je vous invite à la regarder si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. On va dire le côté mythologique de la légende de Viracocha, de ces dieux mythiques. Eh bien, je reviens dessus sur Noura TV.
Et je reviens aussi sur tous les mystères qui entourent ce site très, on va dire, très mystique, très particulier et très exceptionnel surtout. Voilà. Donc, on en a parlé en début d'émission. Je vous l'ai dit, ce documentaire, il n'est pas vraiment là pour affirmer que tout ce que nous dit Grivanessa, donc la jeune fille qui témoigne, est vrai, mais plutôt pour poser, je dirais, de nouveau les fondements à la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers? Puisque c'est un peu finalement la question primordiale qui ressort de ce film à la fin. C'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on laisse en suspens justement. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent que non, et il y en a beaucoup qui pensent que comme moi, oui, on n'est pas seul dans l'univers et que notre planète est visitée par des intelligences qui ne sont pas forcément d'ici. Alors, ces certitudes qu'on a, ces idées, ces convictions que beaucoup parmi nous ont, hein, même Joseph, parce qu'on a chacun tous une histoire en rapport avec le phénomène UFO ou peu importe, eh bien, ces certitudes, pour chacun d'entre nous, viennent du fait que beaucoup ont été témoins durant leur vie de phénomènes dits atmosphériques et non identifiés, donc de ces fameux ovnis. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de témoignages qui rapportent également des observations d'êtres exogènes et aussi de témoignages de contact avec ces êtres. Donc, je ne l'invente pas, hein, dans l'histoire de l'ufologie, on a énormément de cas de rencontres, etc. Alors, il y a de tout, hein. Il y a à boire et à manger. Et bien sûr, on va dire que la santé psychologique ou mentale de nombreux cas dans le monde qui affirment avoir vécu ou vu ces choses, hein, ont été à maintes reprises mis à l'épreuve par des scientifiques qui ont mené des investigations très sérieuses basées justement sur des process, des méthodologies qui leur ont permis d'établir des profils et des bilans psychologiques des gens qui affirmaient avoir vu ou vécu des choses. Donc, il y a des personnes très sérieuses qui ont mené vraiment des investigations, des psychiatres, des médecins, des hypnothérapeutes, etc., qui ont un jour, comme John Mack, on va revenir après sur lui tout à l'heure, d'essayer de mieux comprendre ce phénomène, de mieux entrevoir ces témoignages dont ils avaient écho, et donc qui ont consacré, on va dire, quelque part leur vie à essayer de comprendre, ou du moins analyser. Donc, tous ces individus qui prétendaient être entrés en contact ou avoir assisté à des phénomènes hors du commun, eh bien, on s'est rendu compte que beaucoup se sont avérés parmi eux complètement sains d'esprit et sans pathologie. Donc, on n'avait pas affaire justement qu'à comment dire, si je puis dire, des gens un peu farfelus ou qui cherchaient l'attention, etc. Alors, j'ai préparé un petit diapo ce soir et on est parti. Voilà. Donc là, vous voyez John Mack. Donc, est-ce que vous connaissez tous John Mack? Vous en avez entendu parler? Vous avez peut-être entendu parler de ses travaux. Peut-être que vous avez vu des documentaires sur ce psychiatre. Donc, John Mack, il fait partie, comme je le disais, de ces scientifiques qui ont dédié leur vie à l'étude de ces témoignages. Donc, voilà. Donc, que ce soit des personnes qui prétendaient voir des ovnis ou des personnes qui prétendaient avoir été ou être en contact avec des stellaires, donc des habitants, plutôt les pilotes de ces appareils. Alors, John Mack, c'était quand même un psychiatre assez, on va dire, éminent, puisqu'il il venait d'Harvard, hein, ce monsieur, et il est mort malheureusement en 2004, si vous connaissez un peu son histoire, donc renversé par une voiture, par un chauffeur qui était sous. Et je pense que la disparition de ce monsieur a vraiment été une grosse perte pour les chercheurs dans l'ufologie, parce que c'est très rare d'avoir des vrais scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes et qui dédient leur vie à ça, quoi. Voilà. Donc, par rapport aux travaux qui ont été réalisés par ces scientifiques, on ne peut pas classer des décennies de témoignages qui nous viennent de partout dans le monde. On ne peut pas mettre ça sur le dos d'hallucinations ou de troubles psychologiques. Il y a des vrais faits qui ont été avérés, des études, comme je l'ai dit, psychologiques qui ont été faites, et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des témoins qui étaient on ne peut plus sincères. Je reviens justement à l'excellent documentaire que peut-être certains d'entre vous ont vu, qui s'appelle, alors je repars sur, j'ai coupé l'écran, donc j'espère que ça marche, je vais faire que ça ce soir. Donc, je reviens sur l'excellent documentaire qui a été fait dans les années 2000 suite à une investigation menée par John Mack au Zimbabwe.
dans une école où justement il y avait des enfants qui avaient été tous témoins justement une rencontre avec donc des extraterrestres type gris, et ils témoignaient face caméra, et on voit parmi ces enfants qui ont été tous, on va dire, interrogés, auditionnés, on ressent cette sincérité, cette véracité des faits. Certains d'entre eux ont même dessiné, fait des croquis, etc., de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient perçu dans leur esprit, et de ce qui avait suivi dans les jours qui suivaient. Et ça, c'est très, très troublant quand ce sont des enfants comme ça qui s'expriment tous d'une même voix. Et voilà, je conseille ce petit documentaire, d'ailleurs, qui avait été diffusé sur la chaîne Planète, que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc voilà, il y a aussi un autre documentaire qui a été fait sur John Mack, qui s'appelle John Mack, je crois. Donc l'excellent documentaire qui s'appelle Experiencers. Donc peut-être que vous connaissez, je ne sais pas. Voilà, je vous mets l'image à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Evelyne, tu m'entends? Tu me dis que c'est bon? Ça va très bien. Ok, super. Voilà. Donc voilà, donc ce documentaire justement revient sur la vie de John Mack, sur ses études, sur ses travaux, et voilà, ça pose les fondations, le profil de ce chercheur vraiment très sérieux, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, récemment, alors quand je dis récemment, bon, ça fait quelques années maintenant, il y a un nouveau film qui est en cours, puisque l'école où se sont déroulés ces faits, cette observation d'OVNI, c'est l'école Ariel. Donc, un nouveau documentaire est en train de sortir qui va s'appeler Ariel Phenomenon, donc le phénomène Ariel, dont je vous recommande vraiment et vivement d'aller voir la bande-annonce, et qui revient 26 ans plus tard sur les faits qui se sont déroulés donc en septembre 94, dans cette école. Et là, c'est très troublant parce que maintenant, les enfants ont grandi, ils ont à peu près l'âge que j'ai maintenant, et ils reviennent sur ce témoignage, ils reviennent sur les dessins qu'ils avaient faits, et on les voit à l'écran très troublés, on les voit en train de pleurer pour certains parce que ça a été un choc, ça a été pour certains une sorte de traumatisme, parce que là, on parle vraiment d'une rencontre rapprochée avec des êtres non humains, et on peut se douter que dans l'esprit d'un enfant, c'est quelque chose qui marque à vie. Voilà, donc je sais que parmi vous, peut-être, il y en a-t-il qui ont vécu certaines choses, qui ont été témoins de certaines choses, et vous savez très bien de quoi je parle justement par rapport à ça. Donc voilà, donc ce film documentaire est en cours, il va sortir bientôt, donc si vous notez-le, n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce. Alors bien sûr, c'est en anglais et non sous-titré. Si vous ne lisez pas l'anglais, ça va être difficile, mais après, je pense qu'il y aura des traductions par la suite. Récemment aussi, on a appris que les États-Unis avaient déclassifié des dossiers en rapport avec le phénomène OVNI. Alors, vous en avez, pareil, peut-être entendu parler si vous vous intéressez un peu au phénomène. Vous avez dû voir les posts passer. Et puis surtout que d'autant plus, ça a été relayé par des médias mainstream, on va dire, français. Donc, pour ne pas les citer, LCI ou TF1, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, ce phénomène OVNI, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, mais bon, si vous êtes un peu sceptique, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas le fruit de fantasmes ou de divagations de personnes en manque de sensations ou de reconnaissance. Il y a vraiment quelque chose dans le phénomène OVNI. Et on peut se dire que si ce phénomène OVNI n'est pas uniquement lié à des technologies ultra secrètes et expérimentales, eh ben, on peut penser que certains de ces phénomènes pourraient ou seraient, on va dire, du fait d'être exogènes, justement. Donc, soit on aurait affaire à des choses militaires, soit on aurait affaire à des choses, justement, qui ne sont pas d'ici, quoi. Si on accepte l'hypothèse d'une présence exogène sur Terre, eh bien, on ne peut pas exclure l'idée ou l'éventualité qu'il y ait eu des contacts ou même des interactions avec des êtres humains. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mesurer et, on va dire, accepter. Voilà. Si on se dit qu'on n'est pas seul dans l'univers, on se dit qu'on n'est peut-être pas seul sur Terre. Voilà. Si des êtres hautement intelligents et évolués ont pu faire le chemin pour venir jusqu'ici, eh bien, il est peut-être possible ou probable que ces êtres aient eu des contacts. Voilà. Et c'est ce que, justement, on va dire plutôt que c'est ce qui nous amène à l'affaire de Rakshi, donc de ce documentaire. Voilà. Donc, Rakshi, à la base, c'est
un documentaire qui est là pour nous ouvrir l'esprit à d'autres possibilités. Donc, les personnes qui croient déjà et qui sont fermement convaincues de tout ce que je suis en train de dire, eh bien, c'est que ça rajoute un peu, je dirais, de l'eau au moulin. Et puis, les personnes qui n'ont jamais, qui ne sont pas du tout familiers avec le phénomène OVNI ou abduction ou rencontre du troisième type, ça sera peut-être un peu plus difficile pour ces personnes d'entrevoir justement tout ce qui est expliqué ou dit dans ce documentaire. Donc voilà, donc le phénomène OVNI est bien réel, hein, on ne va pas revenir là-dessus, on ne se re-questionne pas, sauf si certains n'y croient toujours pas, eh bien, je pense que c'est tout simplement un manque d'information, puisque n'importe qui s'informe sur le phénomène OVNI se rend compte qu'il y a des choses voilà, qui sont concrètes, qui sont là. Le mot OVNI lui-même est un terme, on va dire, qualifié, qu'on a trouvé pour qualifier justement des observations qu'on ne pouvait pas identifier. Donc, dire que les ovnis n'existent pas, c'est un non-sens. Les ovnis sont un phénomène qui est mesurable et vérifiable et observable, et c'est pour ça qu'on a qualifié ces phénomènes d'ovnis. Maintenant, ovni ne veut pas dire forcément extraterrestre ou engin expérimental militaire. Ça peut être les deux ou ça peut être l'un ou l'autre. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit, il ne serait pas impossible, le cas échéant, que nous soyons visités, et bien qu'il y a eu à de très nombreuses reprises des échanges et des contacts avec ces êtres que, alors ce soir, j'ai commencé à utiliser le terme que je vais qualifier de stellaire pour ne pas rentrer dans le jargon vulgarisateur de alien, qui est en anglais le terme pour extraterrestre. Extraterrestre qui fait un petit peu secoupe volante dans les années 70-80 avec le martien. Donc, on va parler du mot stellaire que je trouve beaucoup plus élégant et pour justement ce dossier et le sujet qui nous intéresse ce soir, quoi. Donc, le documentaire Rakshi, si je l'ai fait ainsi, c'était surtout pour nous ouvrir l'esprit à cette éventualité, donc celle de on n'est pas seul dans l'univers et ni sur Terre. Voilà. Je reviens sur Gri Vanessa, donc la jeune fille. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu le documentaire Rakshi, si vous avez eu l'occasion de le voir. Donc, je reviens sur ce documentaire, pardon, sur Gri Vanessa, la jeune guide. Donc, vous la voyez à gauche. Donc, pour ceux qui ont vu le film, vous la reconnaissez. Donc, c'est une guide donc, au Pérou que nous avons rencontrée lorsque nous sommes arrivés sur ce site archéologique. Donc, elle est venue tout de suite nous proposer ses services, mais Soledad, qui était à nos côtés, Soledad, c'est la personne avec le petit Bob que vous voyez à droite, en bleu à côté de Joseph. Soledad lui a expliqué gentiment qu'elle était elle-même notre guide et que nous n'avions pas besoin d'une prestation supplémentaire. Bon, Gri Vanessa, qui venait tout juste qui commençait à ce moment-là, on va dire, ses activités de guide, a demandé à Soledad si elle pouvait nous accompagner ou rester un peu près de nous, parce que voilà, ça lui faisait plaisir d'avoir des touristes occidentaux, des Français qui plus est, je pense. Donc, Soledad ayant accepté, elles ont commencé à marcher un peu côte à côte et parler ensemble. Et puis de là, on sont sortis des échanges entre elle et Soledad, et c'est à ce moment-là que notre guide Soledad nous a interpellés en nous disant « Eh bien, là, je suis en train d'entendre une histoire incroyable, vous devriez vous rapprocher, écouter ce qu'a à dire Gri Vanessa parce que c'est quelque chose d'hallucinant. » Et puis bon, Soledad savait un peu notre penchant pour tous ces sujets avec Joe et moi et puis d'autres personnes du groupe. On était depuis le début du séjour très ouverts sur, on va dire, des sujets philosophiques ou exogènes, etc. Voilà, on n'était pas du genre cartésien ou fermé. Soledad le savait. Et à partir de là, elle nous a dit, eh bien, ce que raconte cette jeune fille va sûrement vous intéresser. Je vous invite à l'écouter. Et c'est là qu'on s'est vraiment assis en face d'elle. Frédéric a dégainé son smartphone sans que je le voie. Et puis, ça tournait. C'était parti. Et là, elle parlait pendant 1h30, 2 heures. Et on n'a pas arrêté voilà, de lui poser des questions. Voilà, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit dans le documentaire. Voilà. Donc, effectivement, quand on est face à ce genre de témoignage quand même, qui est quand même plutôt consistant et lourd, on se dit que soit cette jeune fille, elle a tout inventé pour avoir un petit peu d'attention, hein, c'est la première action qu'on peut avoir, soit elle et sa famille ont vraiment vécu et vu ces choses-là. Et dans ce cas-là, eh ben, ce témoignage, s'il est vrai et réel, eh bien, il vient s'ajouter en haut de la pile des millions d'autres témoignages comme le sien qui ont été recensés partout sur la planète. Alors,
je vais faire une petite parenthèse sur cette jeune fille et sur son témoignage. Il faut savoir qu'au Pérou, les jeunes générations, les personnes de sa génération, hein, ces jeunes voilà, de son âge, parce qu'elle avait 17-18 ans, je crois, à ce moment-là, eh bien, ces jeunes-là, ils ont plutôt tendance aujourd'hui à adhérer au système capitaliste, aux mouvances occidentales. Et c'est ce à quoi on assiste quand on est dans les grandes villes, par exemple comme Lima. Quand on va à Lima, dans la capitale, qui sont des villes modernes, à l'image de ce qu'on fait en Occident, eh bien, on a des jeunes, comme on verrait, on croisera à Paris ou dans les grandes villes. On pourrait presque croire qu'ils ne sont pas péruviens. Je veux dire, ils s'habillent à l'occidental. Voilà, ils sont comme nous, en fait. Ce sont des citadins, etc. Et ben, dans ces grandes villes-là, les Péruviens, pour la plupart, alors je ne vais pas stigmatiser pour tout le monde, mais ils sont dans la rupture de leurs racines, hein, de par leur mode de vie à l'occidental, c'est-à-dire leur technologie, parce qu'ils ont des iPhones dans les grandes villes, ceux qui ont les moyens, bien sûr. Ils ont un certain confort matériel et c'est ce qu'ils veulent, hein, ils désirent ce confort matériel. Ils sont dans on va dire, dans une sphère de divertissement comme nous en Europe, hein, donc avec tout ce qui est séries télé, Netflix, jeux vidéo, etc., etc. On trouve du McDo, on trouve du Burger King, on trouve du Starbucks Café, etc. Donc, pour toute cette nouvelle génération péruvienne, qui a l'âge de Grivanesa, justement, eh bien, adhérer à tout on va dire, ce système capitaliste à l'occidental, eh bien, c'est quelque part affirmer sa volonté d'être comme les Occidentaux, de montrer qu'on désire le même mode de vie et qu'on va progressivement se détacher de ses racines et tourner le dos un peu à sa culture, ou du moins les racines profondes du Pérou. Voilà. Donc, c'est ce dont on est en train de se rendre compte actuellement au Pérou, avec justement toute cette émergence de ce capitalisme, comme je viens d'expliquer. Mais il faut savoir que cette attache aux traditions andines, elle n'a pas encore disparu, justement. Parce que dans les petites campagnes, eh bien, elle est encore présente. Et justement, Grivanesa, sa maman et les personnes du village attenant, eh bien, ont encore ces racines et ce lien avec leur culture. Et c'est là, justement, dans les campagnes, qu'on retrouve eh bien, les cultes dédiés à la Pachamama, la mère-terre, les cultes qui consistent à faire des offrandes à la terre, hein, qui en sont l'exemple, entre autres. Voilà, donc on constate qu'il y a un contraste qui est très marqué avec la mentalité des grandes villes. Donc, on a vraiment une dissociation. Vous voyez ce que je veux dire? À titre d'exemple, en France ou en Europe, que vous alliez dans les provinces, que vous alliez dans les grandes villes, il n'y a pas autant de dissociation. Je veux dire que vous soyez je sais pas moi, en Seine-et-Marne dans le 77, ou que vous soyez en pleine capitale à Paris, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas une grande rupture. Voilà, il faudrait peut-être aller justement dans les montagnes ou dans les villages qui vivent à l'ancienne, où on a encore des bergers, etc., pour ressentir cette sorte de dissociation, cette crevasse, si je puis dire, entre la ville, donc les gens qui sont hyper connectés, et puis les gens, les bergers, etc., qui, eux, sont connectés, mais qui ont gardé la vraie connexion. Finalement, nous qui nous pensons être connectés, sommes plutôt ceux qui sont déconnectés. Mais ça, je ne vous apprends rien. Voilà. Voilà. Et ben, au Pérou, comme je le dis, c'est une crevasse qui sépare ces deux mondes. Et donc, quand on arrive comme ça à Araxi et qu'on rencontre ces gens, eh bien, on sort de ce modèle capitaliste et on se retrouve avec des gens qui ont conservé, on va dire encore intact, leurs racines culturelles. Et c'est là où justement on arrive à sentir une sincérité dans les démarches, dans les rapports, les échanges humains. Et ça, c'est important quand on va là-bas. Alors, cette rupture entre le Péruvien de la ville et le Péruvien de la campagne, elle est bien présente, mais on ne sait pas encore combien de temps ces gens dans les provinces vont conserver leurs traditions. Parce que malheureusement, je pense que toutes ces traditions sont vouées avec le temps à disparaître. Voilà. Quand on va dire on va mettre du réseau Internet haut débit dans ces petits villages, on voit ce qui est en train de se passer avec le phénomène de Elon Musk, avec ses satellites qu'il est en train de mettre en orbite autour de notre planète, enfin dans l'atmosphère, pardon. On a plusieurs centaines de satellites déjà présents. Je crois qu'il y en a 600 ou 700 en tout qui seront à venir. Eh bien, on va vouloir donner l'Internet et apporter la technologie à ces
on va dire, à ces gens qui sont un peu reculés, puisque là, l'objectif, hein, c'est de permettre à n'importe qui, où qu'il se trouve sur la planète, de capter Internet. Vous pourrez être au Machu Picchu, enfin, alors, au Machu Picchu, il y a des antennes 4G, donc c'est pas vraiment le bon exemple, mais si je trouve voilà, vous seriez par exemple dans la fameuse cité Paititi, dans cette région très reculée de l'Amazonie. Voilà, il n'y a pas de réseau téléphonique là-bas. Il faut avoir un téléphone par satellite, etc. Donc, mais malheureusement, avec cette intrusion technologique, eh bien, on va être capable maintenant de capter, d'avoir accès à Internet, à l'information partout où qu'on soit. Eh bien, ça va notamment, bien sûr, entendez-là, affecter tous ces peuples-là, de tous ces gens qui vivent encore en province. Et plus ça va se démocratiser, cette technologie, et plus ces gens vont rompre, on va dire, se détacher. Alors, c'est une projection que je fais, peut-être que je me trompe, peut-être que certains vont continuer à entreprendre ce culte de la Pachamama, conserver leurs racines intactes, mais en tous les cas, ça ne va pas être si facile et il n'y en aura pas autant que ça, justement. Donc voilà, donc ces jeunes péruviens, donc comme Grivanesa, eh bien eux, ils sont de plus en plus formatés au modèle occidental, comme j'ai dit. Et beaucoup sont en train de se laisser séduire par ces nouvelles technologies. Donc divertissement, réseaux sociaux, Facebook, hein, Facebook à fond, hein, la base, c'est vraiment l'émergence des smartphones et l'accessibilité maintenant des smartphones aux foyers moyens leur permet n'importe comment d'avoir accès aux réseaux sociaux maintenant. Voilà, vous ne l'avez pas cet accès aux réseaux sociaux chez les villageois, les campagnards, mais pour une personne comme Grivanesa qui est jeune et qui a envie de grandir quelque part aussi sur un modèle occidental, tout en conservant ses racines, elle se situe un peu entre les deux. Donc, elle fait partie de ces jeunes sur Facebook, etc., qui commencent à… Voilà. Bon. Donc, autant d'éléments, malheureusement, qui va éloigner ces jeunes générations de leurs racines et donc d'eux-mêmes et de leur histoire. Voilà. Donc, être en présence d'un témoignage comme celui de Grivanesa au XXIe siècle, en fait, c'est un privilège, c'est une pépite. Parce qu'a priori, cette jeune femme est plutôt dans la tranche d'âge où les filles de son âge préfèrent, dans la grande majorité, s'intéresser à tout ce qui est vlog, applications TikTok, Instagram, ou alors de vidéos YouTube de maquillage, etc., plutôt que de parler de tout ce qui est ovni, stellaire ou rencontre du troisième type. Vous voyez, ça tranche un peu avec les mouvances actuelles. Donc, habituellement, ce genre de témoignages qu'elle nous délivre, on les trouve plutôt dans une catégorie plutôt de personnes d'un âge plutôt mûr, donc les anciens, mais pas les jeunes. Donc, le fait qu'on ait une jeune femme d'une vingtaine d'années qui nous confie ça, c'est quelque part assez exceptionnel. C'est pas courant. Essayez de parler avec des personnes aujourd'hui, des jeunes de 20 ans, d'OVNI, etc. Tous ne sont pas ouverts à ça. Beaucoup n'y croient pas. Du moins, il y a moins de personnes aujourd'hui, de jeunes gens qui y croient plutôt que nous à notre époque. Parce qu'à notre époque, on avait très peu de choses, on avait très, très peu d'éléments. Je me souviens avec nostalgie de cette époque où, quand j'étais gamin, mon grand-père découpait des coupures de journaux avec des petits articles sur des observations d'OVNI. Des choses que ne font plus aujourd'hui les journaux. Vous ne verrez très rarement un article avec une photo d'OVNI en deuxième page pour dire que des gens observent un OVNI. Bon, sauf si c'est quelque chose d'incroyable ou que tout le monde a vu ou voilà. Mais aujourd'hui, tout ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, si on prend le témoignage d'un enfant de 8 ans, par exemple, qui va vous apporter dans son témoignage une grande richesse dans les détails de l'événement qu'il va vous décrire, eh bien, ce témoignage va nous sembler quelque part plus crédible que celui d'un adulte. Parce que l'enfant de 8 ans, lui, est plus préservé et moins documenté sur le phénomène OVNI ou abduction. Donc, si un enfant de 8 ans commence à vous parler de petits gris et vous donne une description très claire et vous dit que, enfin, voilà, comme ces enfants, justement, dans le documentaire de John Mack dont je parle, eh bien là, quelque part, ça retient vraiment plus notre attention que si c'était un adulte ou un adolescent qui s'exprimait. Quelque part, la parole d'un enfant, du fait qu'elle soit un peu innocente ou vierge de toute influence, est plus intéressante que celle d'un adulte qui connaît le sujet, qui s'est documenté. Après, on n'est pas à l'abri qu'un enfant, de par son imagination, s'invente quelque chose, s'invente un univers, etc. Les enfants ont de l'imagination, elle est très fertile. On n'est pas à l'abri justement d'avoir des histoires imaginaires venant d'enfants.
Mais quand un enfant, je le dis bien, commence à partager un témoignage très précis, qui pour un adulte contient des détails qui sont de l'ordre on va dire, d'informations que des ufologues peuvent avoir, là quand même ça devient plus troublant. Voilà, c'est juste pour revenir encore sur l'affaire de John Mack. C'est pour ça que par rapport à ce que nous dit Grivanessa, et là c'est mon point de vue, hein, c'est moi qui le dis, elle m'a l'air d'être sincère. Voilà, je dis elle m'a l'air. Je ne peux pas dire elle est sincère, parce que si je dis elle est sincère, c'est que je suis sûr qu'elle est sincère. Ça veut dire que je la connais depuis 15 ans, que j'ai grandi avec sa famille, que j'ai mangé à sa table et que je sais qu'elle ne pourrait jamais raconter ce genre de choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, je l'ai croisée une fois dans ma vie, comme Joseph et les personnes qui étaient avec nous, mais elle me semble sincère. Voilà, bon, après, c'est moi. Alors, on ne peut pas être forcément d'accord ou croire aveuglément ce qu'elle dit. Ça, je l'ai dit d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, il y a dans l'ouverture de ce documentaire un petit message en entrée qui dit voilà, le témoignage de cette personne n'engage que son opinion. Voilà, on n'a pas la preuve de ce qu'elle dit. Il faut que les choses soient bien claires. Et comme je l'ai dit en début de cette conférence, l'objectif de ce documentaire n'est pas de convaincre de quoi que ce soit, même si ma démarche semble dire le contraire, parce que quand on réalise ce genre de démarche, il est normal que le réalisateur, ou plutôt logique que le réalisateur, ou plutôt l'auteur puisse donner son avis. Donc, je donne mon avis, et c'est vrai que j'aimerais que les gens croient en son histoire comme moi j'y crois. Mais le but n'est pas de convaincre à 100% que c'est vrai, mais plutôt d'ouvrir cette question, on va dire rouvrir le dossier à cette question, sommes-nous seuls sur Terre? Ça, je l'ai dit, on va revenir dessus après, quoi. Donc, en même temps, par rapport à son témoignage, si moi j'étais de nature sceptique et que je me positionnais en simple spectateur et que je visionnais un documentaire où on montrait des personnes qui se prétendaient être des stellaires, donc ça veut dire que si ce documentaire, je l'avais constitué avec des vraies images d'OVNI, mettons que Grivanessa m'aurait donné des images filmées avec un caméscope, mettons qu'elle nous aurait donné des photos qu'ils ont prises, un peu comme cet Allemand dont j'ai oublié le nom, Billy quelque chose. Vous voyez, avec sa fameuse photo très connue, I want to believe, vous voyez cette image dans X-Files, eh bien ça c'est cet ufologue Billy quelque chose, vous m'en trouvez le nom tout à l'heure, certains d'entre vous le savent. Eh bien cet homme voilà, prétend être entré en contact avec des stellaires, il a pu filmer ces ovnis, il a pu prendre des photos de ces ovnis, il a pu prendre des photos de ces êtres extraterrestres, etc. Donc si moi, pour mon documentaire, j'avais eu des vraies images d'ovnis ou peu importe, ou que j'avais même été amené à filmer, eh bien, si moi, en tant que spectateur, je regarderais ce type de documentaire avec des vraies images soi-disant, eh bien, en réalité, eh bien, personnellement, moi, je douterais sérieusement. Même si les images me semblent vraies, même s'il y a une profusion d'images où je suis dans l'OVNI, que je rencontre des stellaires ou qu'on voit plein de choses, eh bien, je remettrai en question n'importe comment la nature de ces images. C'est comme ça. Je veux dire, tout le monde, quand on est face à un phénomène filmé, rapporté, tout le monde, on va dire, à un moment, remet en question la nature des images qu'il voit. Voilà, si vous prenez tout comme ça en disant waouh, voilà, bon, ok. Mais c'est vrai qu'habituellement, même si au premier abord, on se prend une claque en voyant par exemple une super vidéo d'OVNI, il y a un moment, on se dit, bon, est-ce que ce n'est pas autre chose quelque part? On veut se convaincre, du moins, on ne veut pas se laisser convaincre trop rapidement. Donc, on va se livrer à une sorte de relecture, d'analyse de l'image en se disant, est-ce que ce n'est pas un avion? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui passe dans l'objectif? Est-ce que ce n'est pas un montage? Est-ce que ce n'est pas une fraude visuelle, etc. Donc, voilà. Moi, si j'étais ce spectateur qui voyait un documentaire avec des extraterrestres, soi-disant où tout était vrai et des ovnis, eh bien oui, je douterais. Voilà, je serais un des premiers à douter. Et je pense que douter, quelque part, ça montre qu'on a une certaine forme de recul et ça prouve une certaine, on va dire, ça veut dire qu'on est sain d'esprit quelque part. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout pour argent comptant et qu'on réfléchit. Voilà. Après, on peut croire ou ne pas croire, mais je trouve que la démarche de prendre du recul, c'est déjà bien, quoi. Je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des émissions que j'avais fait justement sur Noura TV. Alors, je partage mon écran en même temps, hein, voilà. Quand une personne a décidé de ne pas croire, hein, de toute façon, et de tout rejeter en bloc, eh bien, elle va toujours
elle va toujours trouver quelque chose à redire d'un témoignage ou d'une histoire. Il y aura toujours quelque chose qu'elle remettra en question. Donc, elle refusera de croire, même si on lui apporte des preuves en images. C'est pour ça que dans le documentaire, à un moment, Omar Dugrep prend la parole et dit de toute manière, si on avait des images, si on avait des photos, des choses comme ça, eh bien, de toute façon, ça ne prouverait rien parce que eh bien, ces images seraient de nature à être remises en question. Donc, comme j'ai dit, on pourrait penser qu'il y a des effets spéciaux, on verrait des extraterrestres ou des stellaires, on se dirait, bon, bah oui, ce sont des acteurs ou ce sont des figurants qui ont été maquillés, qui ont été apprêtés, etc. Donc, malgré toutes les preuves qu'on pourrait apporter à un documentaire, si on avait des faits qui sont factuels, eh bien, en dernier recours, les sceptiques ou les gens qui refusent, qui refusent de croire ou de s'ouvrir, vous répondraient tout simplement, si c'était vrai, si des stellaires existaient, eh bien, et qu'on n'était pas vraiment seul sur Terre ou dans l'univers, on devrait le savoir depuis le temps. Hein. C'est ce qu'on entend souvent dire autour de nous. Quand vous parlez, on va dire, de la question exogène à des gens dans votre entourage, combien d'entre nous se sont entendus dire à maintes reprises, oui, mais bon, si ça existait, qu'on n'était pas seul, on le saurait depuis le temps, etc. Aux informations, on en parlerait. Les JT, les journaux, tout le monde devrait en parler, quoi. Donc, s'ils ne le font pas, eh bien, c'est que tout simplement, ça n'existe pas, quoi. Donc voilà. Et si nous, à cela, nous répondions, et d'ailleurs, c'est ce que la plupart d'entre nous font, et la plupart d'entre vous font face à ce genre de débat, eh bien, si nous, on répond à cela, peut-être qu'ils le savent finalement, mais peut-être qu'ils estiment que on n'est pas prêt à entrevoir cette possibilité, ou peut-être que voilà, il y a d'autres raisons qui feraient qu'on nous cache la vérité. Et à partir du moment où on franchirait cette barrière, eh bien, officiellement, nous passerions, ou plutôt nous passons pour des complotistes. Donc, à partir du moment où nous répondons, peut-être qu'on en sait plus que ce qu'on veut nous dire, eh bien, tout de suite, c'est là, voilà, je pense, je crois, donc je suis complotiste. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le cas de figure quand on essaye d'aller un petit peu plus loin en essayant de se dire pourquoi est-ce que si de telles vérités existaient, on ne nous les dirait pas. Eh bien, c'est malheureusement dans cette case que nous sommes rangés, quoi. Alors, il y a un autre aussi scénario qu'attendraient les personnes sceptiques, donc les personnes qui y croient pas, de leur point de vue, pour accepter cette réalité, eh bien, ça serait qu'on ait une diffusion à l'échelle nationale et une officialisation du phénomène. Donc, si, on va dire, demain, on avait sur toutes les grandes chaînes de télé une divulgation, ça serait quelque part le seul moyen pour eux d'être convaincus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que de toute façon, quand une personne ne veut pas croire ou n'est pas convaincue ou ne veut pas se convaincre ou ne rejette tout en bloc, on aura beau avoir des éléments, même s'ils sont factuels, même si on a des preuves, même si on lui dit mais tu sais, il y a un ancien ministre ou président, je ne sais plus, canadien, qui a fait une déclaration une fois, qui a dit que c'était existait. Bon, on aura beau dire oui, mais tu sais, on a des anciens astronautes qui ont pris la parole. Ah oui, mais tu sais, on a des images de militaires où on voit des avions de chasse prendre, on va dire, en chasse des objets volants non identifiés. Malgré tous ces éléments qui sont quand même assez factuels, eh bien, la personne en face, si elle décide de ne pas croire, eh bien, elle continuera constamment de rejeter en bloc l'information et trouvera toujours un prétexte, trouvera toujours un argument pour vous dire oui, mais non, parce que si c'était vrai, eh bien, on aurait une preuve où on en parlerait, bon, etc., etc. Bon, bref, je crois que vous, comme moi, on a arrêté d'essayer de convaincre les gens sur ce sujet. Du moins, on a arrêté plutôt d'essayer de leur faire prendre conscience. On s'est dit, bon, il y en a, ils sont décidément pas prêts ou ne veulent pas entendre. Donc, pour en revenir à ce scénario qu'attendraient ces sceptiques, donc à savoir effectivement pour qu'ils y croient, pour qu'ils mesurent, on va dire, l'éventualité de cette question, ça serait une diffusion à l'échelle nationale ou internationale. Malheureusement, que pourraient être les réactions de ces gens, donc des êtres humains, face à une divulgation sur des grands médias mainstream? Je vous le demande, franchement, à votre avis, ça serait quoi leur réaction?
En fait, face à une divulgation sur les grands médias, on le sait très bien, on entrerait dans une phase de peur, de panique et de terreur absolue. Hein, voilà, donc on ne va pas se mentir, l'officialisation d'une présence stellaire, c'est tout ce qu'elle provoquerait. Il faut être réaliste. Les gens deviennent fous pour un virus, hein, ils sont incontrôlables. Hein, c'est ce qui se passe actuellement. Hein, le meilleur indicateur, et c'est justement ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est le meilleur indicateur d'élévation de conscience. Donc, si on est, nous, une intelligence supérieure et qu'on veut savoir où en est l'être humain et s'il est prêt ou pas à une rencontre, il suffit de voir ce qui se passe actuellement avec une histoire de virus. Donc voilà, quand on voit que des gens se précipitent dans des supermarchés pour empiler des packs de pâtes ou de papier toilette parce qu'ils ont peur de manquer, parce qu'ils ont peur de la pénurie, parce qu'ils ont peur d'un effondrement. Imaginez une divulgation à l'échelle nationale ou internationale de la question de la présence d'êtres stellaires, etc., ce que ça pourrait provoquer. Ça serait 10 fois pire que ce qu'on peut même imaginer, quoi. Donc, quelque part, peut-être que finalement, on est observé. Peut-être que chacune de nos réactions sont décortiquées et méticuleusement analysées par des stellaires. Peut-être que voilà, on est sous une loupe actuellement et que cette histoire de Covid, ce qui est en train de se produire, c'est une sorte de test de l'être humain, de voir sa réaction, de voir s'il est dans une phase plutôt d'entraide, d'élévation spirituelle, de voir comment il va venir en aide ou être à l'écoute de l'événement ou des gens autour de lui, etc. C'est une sorte de on va dire, de bon indicateur, de bon baromètre de notre niveau de conscience ou de spiritualité, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, donc par rapport à ce qui se passe en ce moment avec le Covid, imaginez maintenant si les gens voyaient des images d'un ovni ou d'ovni au-dessus de la Tour Eiffel, retransmises, comme je l'ai dit, à une heure de grande écoute sur toutes les chaînes du service public. Qu'est-ce qui se passerait? Il n'y a pas besoin d'imposer un confinement cette fois. Je crois que le confinement, il se ferait de lui-même. Hein, on est d'accord, quoi. Les gens seraient retranchés chez eux, la main sur le fusil. C'est tout. Les gens seraient terrorisés. Donc voilà. Donc, quand on sait en fait ce que la peur peut provoquer chez les gens, je vais vous mettre l'image d'après. Vous voyez, on est quand même assez loin du débat habituel que j'ai envie d'avoir sur ce documentaire, mais c'est vraiment pour faire le tour des questions et des réflexions propres à notre réaction, propres à l'être humain en règle générale face à ce genre de témoignage. Hein, vous avez bien compris maintenant. Donc, ce que je disais juste avant, c'est que quand on sait, on va dire que c'est la peur qui anime l'instinct le plus primaire de l'humain, hein, et quand on voit la réaction sur les réseaux sociaux d'individus malveillants, hein, en réalité, qu'on peur de la réalité de ce phénomène, il n'y a qu'à voir les attaques que je subis depuis que le documentaire est sorti. Bon, ce sont des attaques qui étaient prévisibles, hein. Je ne suis pas étonné, c'est tout à fait normal. J'ai mon lot de détracteurs et de personnes malveillantes qui prennent un malin plaisir à discréditer ce que je dis, ce que je fais, ce que je montre. On ne cherche pas à établir des vraies recherches, non. On n'y croit pas et il y a vraiment un rejet, une moquerie, mais qui se traduit aussi par une agressivité chez ces gens-là. Donc ces gens malveillants ne font pas que dire ce qu'ils pensent, mais ils ont une attitude, on va dire, d'attaque. Hein, l'attaque, c'est la meilleure défense quand on a peur. Eh bien, en fait, la réaction de tous ces gens, eh bien, c'est ni plus ni moins que de la peur. Donc voilà. Donc on se dit qu'une divulgation à grande échelle, eh bien, provoquerait de grands bouleversements. Déjà en plus, il y aurait des morts, des accidents, dans la panique, il y aurait des chutes des marchés boursiers, krachs financiers, on aurait des chutes de la valeur des matières secondaires, augmentation des valeurs premières. Les gens, au bout d'un moment, ils troqueraient leur batterie au lithium pour du sucre. Hein, les gens, ils troqueraient, je dirais, une montre pour un paquet de pâtes, je veux dire, dans le dernier des cas, quoi. Donc là, vraiment, je m'adresse, hein, bon, je suis face à vous ce soir, mais je sais que cette conférence, cette intervention va être retransmise après sur YouTube. Là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes vraiment qui sont convaincus que nous sommes la seule race intelligente dans notre système solaire, d'accord? Et qui sont convaincus qu'il n'y a aucune présence stellaire sur Terre. Donc, à ces gens-là, je pose la question, comment pensez-vous que vous réagiriez si vous aviez votre preuve, eh bien, que tout ça, c'était réel? Quels seraient vos ressentis? Alors, si ces personnes qui voient cette conférence répondent ou pensent
ou disent qu'elle n'aurait pas peur, eh bien, je pense qu'elle se fourvoierait. Parce que le simple fait de rejeter la possibilité d'une présence stellaire sur Terre, quelque part, c'est une forme de peur enfouie ou plutôt refoulée, quoi. Puisque là, il n'est pas question d'affirmer, mais bien de suggérer l'éventualité, on va dire l'éventuelle possibilité de la présence d'êtres stellaires dans notre univers ou même sur Terre. Donc, c'est un peu comme les personnes qui rejettent les religions ou les hypothèses d'une vie après la mort. En réalité, ces personnes qui rejettent tout cela, ce sont des personnes qui ont peur à l'idée de mourir. C'est des gens qui sont terrorisés par la mort. Les personnes qui réagissent de manière épidermique et agressive quand on vient leur parler de ces sujets, eh bien, ce sont des personnes qui ont peur, tout simplement. Voilà, donc là, je suis sûr que si on fait un sondage demain parmi les gens qui croient en une vie après la mort, alors que ce soit le paradis ou que ce soit un passage vers d'autres plans, au-delà de notre plan dimensionnel, ou que ce soit réincarnation, peu importe leur dogme de croyance, ou même un passage vers d'autres plans ou d'autres plans dimensionnels, bon, peu importe, eh bien, je suis sûr que si on fait un sondage parmi ces gens qui croient, on va dire, à quelque chose, eh bien, à l'unanimité, la plupart d'entre elles vous diront qu'elles n'ont pas peur de mourir, tout simplement. Elles n'ont pas peur de mourir parce que les croyants vous diront non, moi, j'ai pas peur de mourir parce que je sais que le paradis m'attend. D'autres diront moi, j'ai pas peur de mourir parce que je sais que je me réincarnerai. D'autres vous diront je n'ai pas peur de la mort parce que je sais que je retrouverai des personnes que j'ai laissées ou que je vais évoluer sur d'autres plans dimensionnels, etc., etc. Donc, au contraire, en fait, ces personnes-là elles seront capables d'en parler librement, sans tabou, quoi, avec la plus grande quiétude. Moi, il m'est arrivé plein de fois, durant mes voyages, d'aborder la question, que ce soit ovni ou question sur la mort avec des gens. Et souvent, j'étais confronté à des personnes pour qui parler de la mort, c'était un sujet tabou. Voilà, fallait pas en parler. Tout de suite, on parle de la mort, les gens, ça les déprime, ça les rend pas bien, etc. Ça les ramène finalement à leur vulnérabilité en tant qu'être humain. Ça les ramène à l'idée de se dire que un jour ils seront plus là et forcément sans conviction profonde de quelque chose après, au-delà de la vie. Eh bien, ça donne le vertige, ça fait peur parce qu'on se dit que finalement ce qu'on est là va amener à disparaître, à s'effacer ou ne plus rien être. Enfin voilà, donc il y a une sorte de vide qui se fait en ces personnes qui rejettent l'idée de la mort. Alors, je ne veux pas non plus encore généraliser, je vous apporte simplement, et si je le fais, j'en suis vraiment désolé si vous vous sentez heurté par mes propos, mais je le fais vraiment par acquis d'expérience, par rapport aux relations que j'ai tissées avec des gens, avec les échanges que j'ai eus avec énormément de monde partout autour du monde. C'est une sorte de constat que je fais dans la globalité. Voilà, je ne veux pas généraliser. Si je l'ai fait, je tiens à m'en excuser. Voilà. Voilà. Donc, ceux qui passent leur temps à remettre en question les croyances des autres, alors quand je dis les croyances, je ne parle pas de la religion, je parle de tout ce qui est ovni, tout ce qui est sujet, abduction, etc. Ça, c'est des personnes qui ont, au fond d'eux, un petit peu peur, je pense. Et leur plus grande peur, ça serait que les gens comme nous aient raison. Et leur plus grande peur, ça serait qu'eux se soient trompés. Voilà. Donc, j'espère qu'en fait, vous avez compris jusqu'à maintenant, je le répète encore, que ce documentaire, il est vraiment là pour nous pousser à nous poser des questions. Le but, je l'ai dit, je le répète, c'est pas de croire aveuglément à un témoignage, sinon c'est la porte ouverte pour croire à tout et n'importe quoi, d'accord? Et il serait d'ailleurs impossible de démêler le vrai du faux. Mais là, le but, vraiment, avec ce documentaire Rakshi, c'est de planter une petite graine en chacun. Alors moi, cette petite graine, je l'appelle la graine du pourquoi pas. Alors si déjà on plante des petites graines de pourquoi pas qui germent dans l'esprit des gens, moi je trouve ça vraiment, mais vraiment super. Je vous dis personnellement, de loin, je préfère une société composée d'esprit ouvert au pourquoi pas, plutôt qu'une société composée de croyants qui ne se posent pas de questions, et à l'opposé, une société qui intègre des sceptiques, qui ne s'en posent pas non plus, qui rejette tout en bloc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans les deux cas, je pense que se mettre dans cette voie du milieu du pourquoi pas, je pense que ce monde se porterait mieux avec ces pourquoi pas, plutôt que c'est oui, c'est vrai, c'est faux, ça n'existe pas. Voilà, je prends les extrêmes. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, le pourquoi pas, finalement, c'est la base même du respect des croyances et des valeurs des autres, et un mode de pensée justement qui est basé sur la tolérance. Donc je pars du principe, et c'est un peu ce que certaines personnes me reprochent, que si on ne peut pas prouver des faits, pour moi ils ont autant de chances d'être vrais
comme ils ont autant de chances de ne pas l'être. Voilà. Donc après, tout va dépendre du ressenti que chacun peut avoir de ce type de témoignage, de son champ de croyance, de son ouverture d'esprit, mais aussi de sa propre expérience et des choses que ces personnes ont vues ou ont été amenées à expérimenter dans leur vie. Donc, ce genre de témoignage de Rakshi, pour chacun d'entre nous, donc je parle pour les gens qui sont sceptiques ou même pour les gens qui adhèrent complètement, je dirais, à ce genre d'histoire, eh bien en fait, ça provoque quoi ce genre de témoignage? Eh bien ce témoignage, c'est passé à la moulinette finalement. Notre esprit le passe à la moulinette, d'accord? Et avant de livrer son propre verdict sur la question. Donc avant de livrer son propre verdict, on le passe à la moulinette, ce témoignage. Donc notre esprit va activer un ensemble de mécanismes qui vont donner lieu à des réflexions où vont s'appliquer des filtres d'événements propres au paradigme qui nous est propre. Donc, et qui vont permettre d'entrevoir une véracité ou pas concernant ce genre de témoignage. Et donc, c'est uniquement en rapport avec notre histoire, nos références, nos croyances, qu'on adhérera ou qu'on n'adhérera pas à ce genre de témoignage. Donc, c'est tout le but de ce documentaire. Faire fonctionner l'esprit critique qu'on a, qui, je pense, est nécessaire pour comprendre et entrevoir de manière plus objective le monde dans lequel on vit. Ou du moins sa véritable nature, si on part du fait, bien qu'il y a des vérités qui nous sont encore inaccessibles ou inconnues. Et voilà, et donc je finirai sur ça pour dire, reprendre une citation de Jiddu Krishnamurti, qui est très connue, et que je trouve d'ailleurs vraiment très bonne et qui est en parfaite adéquation avec justement ce que moi j'aimerais, du moins la façon dont j'aimerais que les gens abordent ce genre de documentaire. Eh bien, ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre esprit et pas de croire. Voilà. Voilà pour on va dire, cette entrée en la matière de ce documentaire. Ce que j'avais envie d'en dire plus en termes de ressenti personnel, de conviction, de philosophie aussi sur la nature humaine, sa façon d'aborder ou de voir les choses, etc. etc. quoi. Voilà. Donc, franchement, là, je vais laisser la parole à Joseph s'il le désire, puisque c'est la seule personne, on va dire, qui était avec moi, qui est ce soir disponible sur cette conférence. Donc, Jo, si tu veux prendre la parole et réagir, tu peux, sachant que Joe, dans le documentaire, à un moment le dit, l'être humain n'est pas prêt pour certaines révélations, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Joe, de tout ça?